Mes parents ont vendu leur maison et ont donné 80 000 $ à mon frère, puis ils ont essayé d'envahir ma maison comme si elle leur appartenait, jusqu'à ce que j'ai fait ensuite les laisse complètement déconcertés. Je m'appelle Amanda, j'ai 31 ans et je suis infirmière diplômée. Après 10 ans à économiser jusqu'au dernier centime, j'ai enfin pu acheter ma première maison. Ma relation avec ma famille a toujours été proche, mais compliquée, surtout avec mon frère Hasson, qui n'a jamais vraiment compris ce que signifiait la responsabilité. Quand mes parents ont soudainement vendu la maison de notre enfance, j'ai été choqué. Mais rien ne m'avait préparé à la trahison qui a suivi, quand ils sont apparus à la porte de ma maison avec des valises, agissant comme si l'endroit leur appartenait. Avant de continuer mon histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous me lisez, et cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous si vous avez déjà eu des membres de votre famille qui ont dépassé les limites. En grandissant dans notre modeste maison de banlieue, notre famille de 4 paraissait typique vue de l'extérieur. Mes parents, Martha et Franck, avaient des emplois stables qui nous maintenaient fermement dans la classe moyenne. Papa était comptable dans une entreprise locale et maman enseignait en classe de CE2 dans une école primaire à 3 km de notre maison. Nous n'avions jamais de vacances extravagantes ni de voitures de luxe, mais nous ne manquions jamais du nécessaire. Depuis mes premiers souvenirs, la dynamique entre mon frère Hasson et moi était claire, bien qu'il n'ait que 3 ans de plus que moi, Hasson avait un ensemble de règles et d'attentes complètement différents. Quand il oubliait ses devoirs, maman se dépêchait de les lui apporter à l'école. Quand il a quitté l'équipe de baseball en milieu de saison, parce que les entraînements étaient trop tôt, papa a juste hoché la tête et dit, peut-être que le sport de l'année prochaine lui ira mieux. Mais quand j'ai voulu arrêter les cours de piano parce qu'ils tombaient en même temps que le club de sciences, j'ai eu droit à un sermon de 30 minutes sur l'engagement et l'importance d'aller jusqu'au bout. Ce schéma a continué au lycée. Hasson a à peine obtenu son diplôme, tandis que moi, je gardais une moyenne parfaite de 4,0, tout en travaillant les week-ends dans la pharmacie du coin. Quand est venu le moment de postuler à l'université, mes parents ont semblé surpris par mon ambition de devenir infirmière. Pourquoi pas quelque chose de plus facile, chérie, m'a suggéré maman. L'infirmerie, c'est très exigeant. Pendant ce temps, ils ont payé un semestre d'études à Hasson dans un collège communautaire, qu'il a quitté après 8 semaines. Ensuite, ils ont financé sa tentative dans une école professionnelle, qui a duré un peu plus longtemps, 3 mois. À chaque fois, il revenait à la maison, accueilli par des sourires compatissants et des plats faits maison. De mon côté, j'ai payé mes études d'infirmière avec un mélange de bourse, de prêts étudiants et d'un travail de 30 heures par semaine dans un restaurant ouvert 24h24. Les nuits étaient éprouvantes, surtout en gérant les stages cliniques et les cours, mais j'étais déterminé. Mes parents sont venus à ma remise de diplôme, bien sûr, mais leurs félicitations semblaient superficielles comparées à leur enthousiasme quand Hasson a décroché son premier emploi stable, à 26 ans, dans une concession automobile, après des années à passer d'un petit boulot à un autre. Après le diplôme, j'ai emménagé dans un petit studio et j'ai commencé ma carrière à l'hôpital Mémorial, dans l'unité de soins intensifs. Je faisais souvent des heures supplémentaires pour commencer à rembourser mes prêts étudiants tout en économisant pour une maison. Chaque mois, je mettais de côté ce que je pouvais, parfois seulement 100 $, parfois jusqu'à 500 $ quand je travaillais les jours fériés ou en faisant encore plus d'heures. Pendant ce temps, Hasson est revenu vivre chez nos parents pour la 4e fois, après avoir été licencié de la concession. Il avait une belle voiture, que mes parents mentionnaient souvent quand je m'inquiétais pour sa situation professionnelle. Au moins, il a un transport fiable pour aller aux entretiens, disait maman, oubliant qu'ils avaient co-signé le prêt pour cette voiture. Il m'a fallu cette année d'économie rigoureuse et de vie modeste pour réunir assez pour un apport. À ce moment-là, j'avais déménagé dans un petit appartement d'une chambre un peu plus grand, mais je vivais encore avec des meubles d'occasion et je cuisinais la plupart de mes repas. Chaque dollar en plus allait dans mon fonds maison. Quand j'ai enfin commencé à chercher, je me suis concentré sur des maisons modestes, dans des quartiers corrects et pas trop loin de l'hôpital. Le marché était compétitif, j'ai perdu 3 maisons avant de trouver la mienne. Ce n'était pas la plus grande ni la plus récente, mais elle avait du charme, un petit jardin et 3 chambres. Ce qui la rendait spéciale, c'était la vendeuse, Eleanor, une infirmière retraitée de 84 ans, qui y avait vécu pendant 40 ans. Quand son arthrite a rendu les escaliers trop difficiles, elle a décidé à contre-cœur de vendre et de déménager dans un appartement de plein pied. Quand son agent immobilier lui a dit qu'une jeune infirmière était intéressée, elle m'a tout de suite invité à prendre le thé. On a tout de suite accroché. Elle m'a montré des photos de sa carrière, ses débuts avec un uniforme blanc impeccable et une coiffe, jusqu'aux images plus récentes avant sa retraite.
Elle m'a dit qu'elle se sentait rassurée de savoir que sa maison irait à quelqu'un qui comprenait la valeur des soins. Même quand un autre acheteur a proposé 5 000 $ de plus, elle a choisi mon offre. Le jour où j'ai reçu les clés a été l'un des moments les plus fiers de ma vie. Je me rappelle être resté debout dans le salon vide, la lumière du soleil passant par les fenêtres, submergé par l'émotion. C'était à moi. Chaque double service, chaque repas de nouilles instantanées, chaque anniversaire où je demandais des cartes cadeaux pour des magasins de bricolage plutôt que des vêtements ou des bijoux, tout m'avait mené là. Le premier mois, j'ai peint et réparé des petites choses, rendant l'endroit vraiment à mon goût. Le premier meuble que j'ai acheté, c'était une table pour 6, parce que malgré tout, la famille restait importante pour moi. J'ai invité mes parents et Asson à mon premier vrai dîner dans ma nouvelle maison, en cuisinant la fameuse lasagne de maman comme geste de gratitude pour leur soutien, même s'il avait été inégal. Pendant les premiers mois en tant que propriétaire, j'ai instauré une tradition, les dîners familiaux du dimanche. Asson annulait parfois au dernier moment ou arrivait en retard, mais mes parents venaient presque chaque semaine. C'est pendant ces dîners que j'ai commencé à remarquer des changements dans leur comportement. Papa semblait plus stressé que d'habitude, vérifiant souvent son téléphone et sortant pour prendre des appels. Maman faisait des commentaires étranges sur la retraite et sur le coût de la vie qui augmentait. Quand je leur ai demandé directement si tout allait bien financièrement, ils ont minimisé mes inquiétudes. C'est juste qu'on vieillit, me suis-je dit. Tout le monde se préoccupe de la retraite. Ce que je ne savais pas, c'est que ces changements subtils étaient les premiers signes de ce qui allait arriver. Si j'avais prêté plus attention, j'aurais peut-être pu me préparer à la trahison qui allait bouleverser ma vie et tester la vraie définition de la loyauté familiale. Le dimanche qui a tout changé avait commencé normalement. J'avais préparé un rôti de bœuf avec tous les accompagnements, mis la table avec la belle vaisselle achetée en promotion dans un grand magasin, et même acheté une bouteille du vin préféré de mon père. Quand la sonnette a retenti, je m'attendais aux salutations habituelles et aux petites nouvelles de leur semaine. Au lieu de ça, maman était étrangement silencieuse et papa avait l'air nerveux. Asson avait envoyé un SMS disant qu'il arriverait avec 30 minutes de retard, à cause du trafic, même si les routes étaient complètement dégagées quand j'étais allé au supermarché plus tôt. Nous avons eu une petite discussion banale sur la météo et ma récente promotion comme infirmière en chef pendant que nous l'attendions. Quand Asson est finalement arrivé, il paraissait lui aussi différent, presque arrogant. Il portait une nouvelle montre de marque que je ne lui avais jamais vue et il a mentionné qu'il revenait tout juste de visiter des appartements à l'Axil Towers, le gratte-ciel luxueux du centre-ville, où les appartements d'une chambre coûtaient le double de ma mensualité de prêt immobilier. Bon, on a une grande nouvelle, a annoncé papa après que tout le monde se soit servi. Ta mère et moi avons décidé de vendre la maison. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Vendre la maison, notre maison familiale depuis plus de 25 ans? Mais, pourquoi, ai-je réussi à demander en reposant ma fourchette, mon appétit disparaissant aussitôt. C'est simplement le moment, a dit maman sans me regarder dans les yeux. Le quartier change et cette maison à 2 étages n'est plus très pratique pour nos genoux. Papa a hoché vigoureusement la tête. Et le marché est au plus haut en ce moment. Notre agent immobilier dit qu'on pourrait en tirer le meilleur prix. J'ai regardé Asson, espérant voir la même surprise que je ressentais, mais il découpait tranquillement sa viande, comme si cela ne le surprenait pas. Et vous pensez déménager quand, ai-je demandé. C'est l'autre surprise, a dit maman avec un sourire forcé. On a déjà accepté une offre. La vente se conclut dans 3 semaines. 3 semaines. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Mais, où allez-vous? Vous avez trouvé un nouveau logement? On y travaille, a répondu papa avec dédain. On pourrait louer un moment, voir où on veut s'installer. Quelque chose clochait. Mes parents avaient toujours été de grands planificateurs, parfois même à l'excès. Papa avait des tableurs pour le budget des vacances et des itinéraires de voyage codés par couleur selon les activités. Ils ne vendraient jamais leur maison sans avoir déjà tout prévu pour la suite. Je peux vous aider à chercher un appartement, ai-je proposé. Il y a des résidences pour personnes âgées près de chez moi qui ne sont pas trop chères. Maman s'est crispée. On n'est pas si vieux, Amanda. On n'est pas prêt pour une maison de retraite. Je n'ai pas dit maison de retraite, ai-je précisé. Juste des appartements qui accueillent les plus de 55 ans. Ils ont de bonnes commodités. Bon, on y pensera, a dit papa d'un ton qui signifiait clairement qu'il n'y penserait pas. Asson a finalement ouvert la bouche. Maman et papa savent ce qu'ils font. Tu n'as pas besoin de tout contrôler.
La remarque m'a blessé, surtout que je voulais juste aider. Le reste du dîner a été gênant, mes parents esquivant toutes mes questions précises sur leur projet. Quand ils sont partis plus tôt que d'habitude, prétextant la fatigue, le nœud dans mon estomac était devenu un bloc d'angoisse. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Diane, une amie de ma mère de l'époque où elle enseignait, partie à la retraite en Floride depuis 2 ans. Je viens d'apprendre que Martha et Franck ont vendu la maison, m'a-t-elle dit après les salutations. Martha m'avait parlé de réduire la taille de leur logement, mais je ne savais pas que ça allait si vite. Nous non plus, ai-je admis. Je suis encore en train d'encaisser la nouvelle. Il y a eu un silence au bout du fil. Eh bien, au moins Asson s'installe bien. Martha doit être soulagée. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire? Un autre silence, plus long cette fois. Je pensais que tu savais. Martha a dit qu'ils aidaient Asson financièrement, qu'il était enfin assez responsable pour gérer son propre logement. Après avoir raccroché, je suis resté immobile sur mon canapé, les pièces du puzzle s'assemblant dans ma tête, la nouvelle montre, les recherches d'appartements de luxe, son absence de surprise au dîner. J'ai appelé ma copine Tara, qui travaillait à la banque où mes parents avaient leur compte. Je savais que c'était un coup de poker et que je franchissais peut-être une ligne éthique, mais je devais savoir. Tara, je sais que tu ne peux pas me donner les détails des comptes de mes parents, mais, hypothétiquement, si quelqu'un vendait une maison totalement payée à eau cuite, ça représenterait combien? Tara n'a pas hésité, dans ce quartier, avec le marché actuel, facilement entre 280 000 et 300 000 $, selon l'état et la taille du terrain. Le chiffre m'a frappé comme un coup de poing. La maison de mes parents n'était pas luxueuse, mais elle était payée depuis des années et les prix de l'immobilier dans leur quartier avaient grimpé régulièrement. Ce week-end-là, je suis allé directement à l'appartement de Asson, le même qu'il louait depuis 3 ans, une chambre dans un immeuble ancien. J'avais besoin de l'affronter. Quand il a ouvert la porte, il était en train de remplir des cartons. Alors, tu déménages à l'Axil après tout, ai-je demandé, incapable de cacher l'agressivité dans ma voix. Son sourire a légèrement vacillé. Oui, j'ai signé le bail hier. 35e étage. Super vue sur la rivière. Ça doit coûter cher, quoi, 3 000 $ par mois. Il a haussé les épaules. Le boulot marche bien. Asson travaillait comme commercial pour une brasserie locale. Un travail qu'il aimait, mais qui ne payait clairement pas assez pour mener une vie de luxe. Arrête de jouer, Asson, ai-je dit. Je sais pour l'argent. Son visage a changé, la défiance remplaçant la fausse indifférence. Et alors si maman et papa m'aident? Ils veulent me voir réussir. 80 000 $, ce n'est pas aider, ai-je répliqué, faisant exprès d'avancer une estimation calculée. C'est tout leur fonds de retraite. Asson a eu la décence d'avoir l'air un peu gêné, confirmant ma suspicion. Écoute, c'est eux qui ont proposé. Je n'ai rien demandé. Mais tu as accepté, ai-je souligné. Tout, enfin, pas tout, a-t-il protesté faiblement. Ils ont gardé un peu et, j'ai eu quelques années difficiles. C'est ma chance de m'en sortir. J'ai secoué la tête, incrédule. Tu réalises qu'ils n'ont plus d'endroit où vivre? Ils comptent faire quoi? Soudain, il s'est concentré sur le scotch d'un carton. Ils ont mentionné qu'ils pourraient rester chez toi un moment, juste le temps de trouver quelque chose. Ma conversation avec Asson m'a laissé bouleversé, mais il me fallait encore entendre la vérité de la bouche de mes parents. Je suis allé directement chez eux, où le panneau « À vendre » affichait maintenant une grande étiquette rouge « Vendu ». Ils ont tout avoué, même s'ils ont essayé de me présenter ça positivement. Asson a besoin de cette opportunité, a insisté maman. Il a tellement galéré. Et votre retraite? Et le fait d'avoir un logement, ai-je demandé. On se débrouillera, a dit papa vaguement. Il nous reste quelques économies. Quand j'ai insisté pour connaître leur plan précis, ils sont restés évasifs. On réfléchit à nos options, a dit maman. Comme venir vivre chez moi, ai-je demandé directement. Le regard coupable qu'ils ont échangé m'a tout dit. Peut-être juste pour un petit moment, a fini par admettre papa, jusqu'à ce qu'on trouve le bon endroit. Je suis sorti ce jour-là avec une sensation croissante de malaise. Ils avaient donné à mon frère irresponsable presque 300 000 $, s'étaient mis eux-mêmes dans une situation financière fragile, et maintenant ils s'attendaient à ce que je leur serve de filet de sécurité. Le pire, c'est qu'ils ne m'avaient même pas demandé.
Ils avaient simplement supposé que je les hébergerais indéfiniment. La trahison m'a blessé, non seulement à cause de leur favoritisme envers Asson, mais aussi parce qu'ils ne m'avaient pas respecté au point d'avoir une vraie conversation. Ils avaient créé cette crise et comptaient sur moi pour la régler, pendant que Asson profitait de sa bonne fortune dans un gratte-ciel de luxe. Exactement une semaine après avoir appris la vérité, ma sonnette a retenti à 7h30 un samedi matin. J'avais travaillé tard la veille et comptais dormir, alors je suis allé à la porte en pyjama, les yeux encore collés, irrité. Sur mon perron se trouvaient mes parents entourés de valises, avec le pick-up de mon père garé devant, rempli de cartons et de meubles. Surprise, dit maman avec un enthousiasme qui sonnait faux, même à travers le brouillard de mon réveil. On a finalisé la vente plus tôt que prévu. Je restais figé dans l'embrasure de la porte, mon cerveau peinant à comprendre ce qui se passait. Papa avança avec un carton dans les bras. « Tu ne vas pas nous laisser dehors, ma petite. Les déménageurs seront là avec le reste de nos affaires dans quelques heures. » Le reste, répétai-je bêtement. « Qu'est-ce que tu veux dire par le reste ? » « Juste quelques affaires essentielles, » dit maman en me poussant déjà pour entrer dans le hall. Tout ne rentrait pas dans l'entrepôt. Je me suis écarté machinalement pendant qu'il commençait à apporter les valises. Mon esprit tournait à toute vitesse. Il n'avait pas demandé s'il pouvait emménager. Il n'avait même pas appelé pour prévenir qu'il viendrait aujourd'hui. Ils étaient simplement arrivés, persuadés que je les hébergerais. Je n'ai rien préparé, balbutiai-je. Je pensais que vous cherchiez encore un appartement. Oh, on cherche toujours, m'assura maman, mais son ton manquait clairement de conviction. C'est juste temporaire. Mais il n'y avait rien de temporaire dans la quantité d'affaires qu'il déchargeait. Au fil de la matinée, je regardais avec un malaise croissant mon chez-moi soigneusement décoré se faire envahir. La chambre d'amis fut vite remplie de leurs affaires. Mon bureau fut réorganisé pour accueillir la machine à coudre de maman, et le fauteuil inclinable de papa prit place dans le salon, juste en face de la télé. Dans la cuisine, maman commença à déballer ses boîtes d'épices et ses ustensiles de cuisine spéciaux, réorganisant mes placards sans rien demander. « Ton organisation n'a aucun sens, Amanda, commenta-t-elle. Pourquoi mettre les ustensiles de pâtisserie si loin du four ? Je me mordis la langue. C'est comme ça que ça m'arrange. Le soir venu, j'étais submergé. Mon sanctuaire paisible avait disparu en une seule journée. Des photos de famille que je n'avais jamais voulu afficher ornaient désormais mes murs. Des coussins colorés qui juraient avec ma déco couvraient mon canapé, et le parfum délicat de mes bougies avait été remplacé par celui, plus fort, de maman. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, écoutant les bruits inhabituels de mes parents dans ma maison, je me suis dit que tout irait bien. Que ce ne serait que pour un week-end, peut-être une semaine maximum. Qu'ils trouveraient vite leur propre logement. Mais les jours sont devenus des semaines, et chaque jour qui passait les voyait s'installer un peu plus. Papa avait désormais une routine matinale, regarder les infos à plein volume dès 5h30, alors qu'il savait que je travaillais souvent tard. Maman avait pris le contrôle de la cuisine, ignorant complètement mon système de préparation de repas et mes habitudes alimentaires saines. « Tu travailles trop pour manger comme un lapin », disait-elle en remplaçant mes salades par des plats lourds et des desserts. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet de leur recherche d'appartement, il restait vague. « Le marché est serré en ce moment », disait papa. « On attend quelque chose dans le bon quartier », ajoutait maman. Entre-temps, ils avaient commencé à se comporter comme si la maison leur appartenait. Maman déplaçait les meubles pendant que j'étais au travail, affirmant que la nouvelle disposition avait plus de sens. Papa invitait ses amis pour regarder du sport sans demander, laissant traîner des bouteilles de bière et des restes partout dans le salon. Quand j'ai essayé d'établir quelques règles de base, leur réaction fut condescendante. « De toute façon, ce n'est pas comme si tu étais là souvent », fit remarquer maman. « On t'a élevé dans notre maison pendant 18 ans, » ajouta papa. « Tu ne peux pas nous céder quelques pièces pour 2 ou 3 mois. » La tension commençait à affecter mon travail. Après un service de 12 heures avec des patients en état critique, je rentrais chez moi non pas dans mon refuge paisible, mais dans une source supplémentaire de stress. Ma concentration diminua, et je fis une erreur de médication heureusement détectée par un collègue avant d'atteindre le patient. Mon superviseur nota le changement. « Tout va bien chez toi, Amanda ?» demanda-t-il pendant une pause. « Tu sembles distraite ces temps-ci. » Je n'osais pas expliquer toute la situation, me contentant de dire que c'était « des histoires de famille. » « Prends soin de toi,
on a besoin de toi au meilleur de ta forme. Mais comment être au meilleur de ma forme quand mon espace personnel était envahi, mes habitudes perturbées et mon sentiment d'être chez moi bafoué? Le point de rupture de cette phase arriva quand je rentrais d'un service de nuit pour découvrir mes parents organisant un brunch familial. Tante, oncle et cousins que je n'avais pas vus depuis des mois étaient éparpillés dans ma maison, utilisant ma vaisselle, assis sur mes meubles, laissant des traces d'eau sur ma table basse. Le pire fut d'entendre ma mère dire à ma tante: On est tellement content qu'Amanda ait cette belle maison. Elle est parfaite pour nous tous. Je montai discrètement, fermai la porte de ma chambre et, pour la première fois depuis leur arrivée, je pleurais. Pas seulement de fatigue ou de frustration, mais à cause du profond sentiment de trahison de réaliser que mes parents m'avaient utilisé pour résoudre un problème qu'ils avaient eux-mêmes créé tout en laissant à son profiter, dans son appartement de luxe avec vue sur la rivière, de leur générosité. L'incident du brunch familial ne fut que le début de violations de limites de plus en plus flagrantes. Une semaine plus tard, je rentrais d'un service particulièrement éprouvant. J'avais perdu un patient, une rareté dans ma carrière, mais toujours difficile à encaisser. Tout ce que je voulais, c'était un bain chaud avec un verre de vin pour digérer mes émotions. À la place, je trouvais ma maison remplie d'inconnus. Mes parents avaient invité leur groupe d'église à un dîner, à partager. 16 personnes que je connaissais à peine occupaient mon salon et ma cuisine, comme si c'était un centre communautaire. Amanda m'appela maman en me voyant. Viens rencontrer le pasteur Williams et sa femme. Je restais planté dans l'entrée, encore en uniforme, vidé émotionnellement, pendant que des inconnus me souriaient en attente. Je murmurai un salut rapide avant de monter, pour découvrir que quelqu'un était entré dans ma chambre, l'unique pièce que j'avais déclarée hors limite. Mes affaires sur la coiffeuse avaient été déplacées, et ma couette avait été remplacée par une vieille couverture de mon enfance. Quand j'en parlais à maman plus tard, sa réponse fut exaspérante. Cette vieille couette était si fade. Je pensais que tu apprécierais quelque chose avec plus de caractère. Ce que j'apprécierais, répondis-je en me contenant, c'est que tu respectes mon espace privé. Elle sembla blessée. Je voulais juste aider. Et puis, je ne vois pas pourquoi tu te fâches pour avoir la couverture de ta famille sur ton lit. Je l'ai gardée toutes ces années pour toi. La conversation dégénéra rapidement, maman inversant la situation pour me faire passer pour la personne irrationnelle qui voulait, trop, de vie privée dans sa propre maison. Quelques jours plus tard, je découvris que mon bureau que j'utilisais pour payer mes factures, suivre des formations continues et faire des consultations de télésanté avait été complètement transformé. Le petit canapé lit que je gardais pour les invités était désormais fait en lit permanent, mon bureau repoussé dans un coin et mes livres rangés dans des cartons. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demandai-je à papa, qui regardait la télévision en bas. « Ta mère a pensé que Hasson pourrait vouloir dormir ici de temps en temps, expliqua-t-il tranquillement. Mais comme il est très occupé avec son nouvel appart, on le voit à peine. Je restai sans voix. Ils avaient donné à Hasson près de 300 000 $ pour qu'il s'installe dans un appartement de luxe, et maintenant il réorganisait ma maison pour ses visites occasionnelles. C'était mon bureau, ai-je fini par dire. J'ai besoin de cet espace pour travailler. Tu peux travailler à la table de la cuisine, répondit papa. Ce n'est pas comme si tu utilisais le bureau tous les jours. Ce soir-là, Hasson appela, ce qui était inhabituel. Salut, ma sœur, dit-il d'un ton étrangement joyeux. Je pensais passer ce week-end, voir un peu la configuration familiale. La configuration familiale, comme si ma maison était devenue un nouveau complexe familial plutôt que mon logement personnel, complètement envahi. Ce n'est pas un bon moment, dis-je sèchement. Je fais des doubles services. Maman a dit que tu m'avais préparé une chambre, insista-t-il. Maman t'a préparé une chambre, corrigeai-je, sans me demander mon avis. Un silence gênant s'installa. Écoute, je sais que c'est bizarre en ce moment, mais tu ne peux pas juste t'adapter un peu? Ils vieillissent, ils ont besoin que quelqu'un s'occupe d'eux. L'hypocrisie me coupa le souffle. Ils ont besoin que quelqu'un s'occupe d'eux? Alors pourquoi t'ont-ils donné tout leur argent? Pas tout, répondit-il sur la défensive. Et ils voulaient que je l'aie. Ce n'est pas ma faute s'ils ont décidé de rester chez toi au lieu de prendre leur propre logement. Tu t'entends parler? Demandai-je, incrédule. Ils t'ont donné assez d'argent pour acheter ta propre maison content, et au lieu de ça tu vis dans un appartement de luxe pendant qu'ils envahissent mon espace, et c'est moi la méchante parce que je suis en colère? Hasson devint sur la défensive. Je ne leur ai pas demandé d'emménager chez toi. C'est entre toi et eux.
Après avoir raccroché, je réalisais que mon frère ne comprenait toujours pas, ou choisissait de ne pas comprendre. Dans sa tête, il méritait l'argent, mes parents méritaient mon espace, et j'étais là difficile pour remettre tout ça en question. La goutte d'eau arriva 3 jours plus tard. En rentrant chez moi, je trouvais un serrurier en train de changer la serrure de ma porte d'entrée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je. L'homme leva la tête de son travail. « J'installe juste les nouvelles serrures, madame, j'ai presque terminé. » Je n'ai pas demandé de nouvelles serrures. Il vérifia son bon de travail. « Commande passée par Frank Miller. »« C'est votre mari ?»« C'est mon père, répondis-je, la voix tendue de colère. Ce n'est pas lui le propriétaire de cette maison. C'est moi. » Le serrurier sembla gêné. « Madame, je fais juste ce qui est indiqué sur l'ordre. » J'appelai mon père immédiatement. Il décrocha à la 4e sonnerie, l'air distrait. « Papa, pourquoi y a-t-il un serrurier qui change mes serrures ?»« Oh, ta mère perdait toujours sa clé, expliqua-t-il. J'ai pensé que ce serait plus simple de mettre des neuves. Ne t'inquiète pas, il te fera des copies. » La désinvolture avec laquelle il disait ça, comme si c'était normal de changer les serrures d'une maison qui n'est pas la sienne, fit craquer quelque chose en moi. « Dis-lui d'arrêter immédiatement, dis-je, la voix tremblante. Ce sont mes serrures. C'est ma maison. Tu n'en as pas le droit. »« Ne sois pas dramatique, Amanda, répondit-il. Ce sont juste des serrures. » Je raccrochai et allai directement voir le serrurier. « Je suis la propriétaire, dis-je fermement. Montrez-moi une pièce d'identité de la personne qui a commandé ce travail. » Après avoir vérifié ma carte d'identité et l'adresse de la maison, il s'excusa et repartit, laissant les serrures d'origine. Quand mes parents revinrent des courses 1 heure plus tard, je les attendais dans le salon, les mains tellement crispées que mes jointures étaient blanches. « Il faut qu'on parle, dis-je. Maintenant. » Maman regarda papa, l'inquiétude dans les yeux. « Tout va bien ?»« Non, répondis-je. Rien ne va. » J'expliquai l'histoire du serrurier, ma voix restant ferme malgré mon agitation. « On pensait que ce serait utile, » dit papa avec dédain. Les vieilles serrures coinçaient. « Ce n'est pas la question, » insistai-je. « Vous ne pouvez pas changer des choses chez moi sans me demander. Ce n'est pas votre maison. »« Eh bien, » dit maman avec un petit rire, en quelque sorte si. On est de la famille. Et là, je vis clairement le malentendu au cœur de toute cette histoire, mes parents croyaient vraiment avoir un droit sur ma maison simplement parce qu'on était de la famille. Ils avaient donné l'argent à Asson et s'attendaient à ce que je leur offre un toit, sans jamais en discuter. Pire, ils semblaient penser que leur présence était un cadeau pour moi, que je devais être reconnaissante de leur compagnie, de la réorganisation de mon espace, de leur transformation de mon havre de paix en centre familial animé. À ce moment-là, je compris que les demandes polies et les limites souples ne serviraient à rien. Je devais agir fermement si je ne voulais pas perdre ma maison et ma santé mentale. Ce soir-là, après avoir rangé les courses, je leur demandai de s'asseoir pour une discussion sérieuse. J'avais préparé des notes, répété ce que je dirais, et j'étais déterminé à rester calme et rationnel. « Je veux parler des arrangements de logement, » commençai-je prudemment. « Cela fait 6 semaines que vous êtes là et on n'a jamais discuté des attentes ou des délais. » Maman sembla tout de suite mal à l'aise. Je pensais que ça se passait bien. « Ça ne se passe pas bien, » dis-je franchement. Il y a eu de sérieux problèmes de limites qu'il faut régler. « Quelles limites ?» demanda papa, vraiment surpris. « On est de la famille. » Je pris une grande inspiration. Oui, on est de la famille, mais ça reste ma maison. J'ai travaillé dur pour l'avoir et j'ai besoin d'avoir un minimum de contrôle sur mon espace. Je détaillai les problèmes, la réorganisation de mon bureau, l'intrusion dans ma chambre, les invités non invités, la tentative de changer les serrures, et je demandais un respect de ma propriété et de ma vie privée. Leur réaction fut pire que prévu. « Après tout ce qu'on a fait pour toi, » dit papa, le visage rouge. « On t'a élevé, on t'a nourri, habillé. »« Et je l'apprécie, » répondis-je en luttant pour garder ma voix stable. « Mais ça ne veut pas dire que vous êtes propriétaire de moi ou de ma maison. » Maman se mit à pleurer, des larmes silencieuses roulant sur ses joues. Je voulais juste qu'on soit ensemble, comme une famille doit l'être. Mais tu as toujours été si indépendante, si difficile. Le mot me frappa comme une gifle. Difficile, parce que je voulais juste un respect de base dans ma propre maison.
On pensait que tu serais heureuse de nous aider, continua papa. Hasson a reçu une aide financière, et toi, tu as la joie de t'occuper de tes parents. Je le fixai, sans voix. Donc, pour vous, c'est un échange équitable. Ce n'est pas comme si on pouvait se payer notre propre logement maintenant, dit maman en s'essuyant les yeux. La plupart de notre argent est parti pour aider ton frère. C'était votre choix, rétorquai-je. Vous ne m'avez jamais consulté. Vous avez juste débarqué, en supposant que je vous hébergerais indéfiniment. Alors, tu veux quoi? Lança papa. Que tes parents âgés soient à la rue. Vous avez à peine 60 ans et êtes en bonne santé, répondis-je. Et d'après la vente de la maison, vous devriez encore avoir de quoi vous payer un appartement correct. Ils échangèrent un regard que je ne pus pas interpréter. La situation financière est compliquée, finit par dire papa. À quel point compliquée? Insistai-je. Même après avoir donné 280 000 $ à Hasson, vous devriez avoir quelque chose. Nouvel échange de regards gênés. On lui a donné un peu plus, avoua maman. Il fallait les meubles et le dépôt de garantie de 6 mois pour cet immeuble chic. Une sensation glaciale m'envahit. Et il vous reste combien? Ils ne me donnèrent pas de chiffre exact, mais leurs réponses évasives me firent comprendre que c'était bien moins que ce que je pensais. Probablement pas assez pour payer un premier mois, un dernier mois et un dépôt de garantie, même pour un petit appartement. À partir de là, la conversation s'envenima. Chaque tentative de poser des limites ou de proposer des solutions se heurta à de la manipulation émotionnelle. Maman pleura encore plus fort. Papa évoqua les sacrifices qu'ils avaient faits pendant mon enfance. Tous deux insinuèrent que j'étais égoïste et ingrate. Quand je suggérai qu'ils demandent à Hasson de contribuer avec une partie de l'argent pour les aider à s'installer ailleurs, ils réagirent comme si j'avais proposé quelque chose de scandaleux. On ne peut pas reprendre un cadeau, s'exclama maman. Ils seraient dévastés. Plus dévastés que moi en voyant ma maison prise d'assaut? Rétorquai-je. Ce n'est pas pareil, insista papa. Tu es plus capable. Traduction, j'étais plus responsable, donc on attendait de moi que je supporte le plus gros fardeau. L'irresponsabilité de Hasson avait encore été récompensée, tandis que mon travail acharné et mes sacrifices faisaient de moi la gardienne de la famille par défaut. Le coup final arriva quand je vis un message texte de Hasson pendant une pause dans la discussion. Maman dit que tu es difficile pour qu'il reste chez toi. Ce n'est pas bien, ma sœur. Ils nous ont tout donné en grandissant. Le minimum que tu puisses faire, c'est les aider maintenant. Nous, comme s'ils contribuaient en quoi que ce soit à leur bien-être. Quand mes parents montèrent se coucher, sans rien avoir résolu, je restai assis seul dans mon salon, qui ne me paraissait déjà plus le mien. Le poids de la situation m'écrasait. J'avais travaillé si dur pour cette maison, ce sanctuaire, juste pour qu'il soit pris sans mon consentement. Je pleurais alors, des larmes silencieuses de frustration et de trahison. Ce n'était pas seulement une question d'espace, même si c'était important. C'était surtout le manque fondamental de respect, l'idée que mes besoins et mes limites comptaient moins que ceux de tout le reste de la famille. Assise là dans la pénombre, je compris que quelque chose devait changer. Je ne pouvais plus vivre ainsi, à marcher sur la pointe des pieds dans ma propre maison, en regardant ma vie soigneusement construite s'effondrer sous le poids d'obligations que je n'avais jamais acceptées. Cette nuit-là, je pris une décision, si la raison et les appels émotionnels ne fonctionnaient pas, il faudrait que je prenne des mesures plus drastiques pour récupérer ma maison et ma vie. Le lendemain matin, après notre conversation ratée, j'appelai le travail pour dire que j'étais malade pour la première fois en plus d'1 an. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour élaborer une stratégie, pour reprendre le contrôle d'une situation qui m'avait échappé au-delà de tout ce que j'aurais imaginé. Ma première appel fut pour Sarah, une amie de l'école d'infirmière qui avait fait des études de droit et se spécialisait désormais en droit immobilier. Je lui expliquai la situation en détail, sans rien cacher. Alors, légalement, quelle est ma position? Demandai-je après avoir tout exposé. En tant que seul propriétaire, tu as tout à fait le droit de décider qui vit ici, expliqua Sarah. Puisque tes parents n'ont pas de bail et ne sont pas encore considérés comme locataires dans la plupart des États, cela prend 30 jours, tu pourrais techniquement leur demander de partir immédiatement. Et s'ils refusent? Là, ça devient plus compliqué, admit-elle. Il faudrait passer par une procédure d'expulsion formelle, longue et, franchement, dévastatrice pour les relations familiales. La dernière chose que je voulais, c'était que mes parents soient expulsés par la police. Malgré tout,
je les aimais encore. Mais je savais aussi que leur comportement était passé de présomptueux à manipulateur, et qu'ils devenaient potentiellement abusifs financièrement. Sarah recommanda une double approche, documenter tout et chercher une médiation. Mets tout par écrit, conseilla-t-elle, la date de leur arrivée, les conversations que vous avez eues, les limites franchies. Et trouve un tiers neutre, peut-être un thérapeute familial ou un médiateur, pour faciliter une discussion sur les attentes et les délais. Mon deuxième appel fut pour ma cousine Lisa, la nièce de ma mère, toujours la voix de la raison dans les disputes familiales. Je savais qu'elle serait honnête sur la façon dont mes actions seraient perçues par la famille élargie. Honnêtement, Amanda, la plupart de la famille n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment, me dit-elle. Au brunch, ta mère a fait croire que tu les avais invités à vivre avec toi parce que tu te sentais seule dans cette grande maison. Cette claque de réalité me coupa le souffle. Je mis rapidement Lisa au courant de la vérité, y compris l'argent donné à Asson et la vulnérabilité financière qui en avait découlé pour mes parents. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit, répondit Lisa. Ta mère a dit à tante Cathy qu'ils avaient donné à Asson un petit prêt pour le dépôt de son appartement et qu'il t'aidait à payer ton prêt immobilier. Encore un mensonge. Mes parents ne m'avaient jamais donné un seul centime pour ma maison. Avec l'aide de Lisa, je commençais à contacter les membres clés de la famille pour rétablir calmement la vérité, pas pour diaboliser mes parents, mais pour que tout le monde comprenne la réalité avant que je ne passe à l'action. En parallèle, je consultais un conseiller financier en urgence pour savoir quelles options s'offraient à mes parents. En tenant compte de leur âge et de leur parcours professionnel, il me décrivit plusieurs possibilités, appartement pour seniors avec loyer proportionnel aux revenus, ou accélération de leurs prestations de sécurité sociale. Toutes ces options impliquaient une réduction importante de leur niveau de vie, mais aucune ne les laisserait à la rue, contrairement à ce qu'ils avaient laissé entendre. Armé de ces informations, je passais à la phase suivante de mon plan. Pendant que mes parents étaient en visite chez des amis, j'installais des caméras de sécurité aux portes d'entrée et de derrière. Je changeais le mot de passe du Wi-Fi. Surtout, je documentais tout ce qui avait de la valeur, photos, inventaire détaillé, date d'achat, valeurs approximatives. Si la situation tournait mal, je devais me protéger de toute accusation selon laquelle je me serais servi à leurs dépens. Le plus difficile fut de me préparer émotionnellement. Toute ma vie, j'avais cédé à leurs désirs, ramassé les morceaux quand Asson échouait, mis leurs besoins avant les miens. Rompre ce schéma demanderait une force que je n'étais pas sûr d'avoir. Je pris rendez-vous en urgence avec ma thérapeute, la docteure Meyers, que je voyais parfois depuis le début de ma carrière pour gérer le stress du métier. Ce que tu décris est un cas classique de rôle familiaux figé, expliqua-t-elle. On t'a assigné le rôle de la fille responsable, et ton frère celui de celui qu'on doit aider. Mais je ne suis pas leur soignante, protestai-je. Je suis leur fille. Exactement, acquiesça-t-elle. Et à un moment, ils ont confondu ta capacité et ton sens des responsabilités avec l'obligation de régler leurs problèmes, même ceux qu'ils ont créés. Avec son aide, je m'entraînais à fixer et maintenir des limites. Je travaillais sur la culpabilité que je savais inévitable et me préparais à la confrontation à venir. Ma dernière préparation fut de rédiger un avis formel pour mes parents, précisant mes attentes et un délai pour trouver un autre logement. Sarah m'aida à le formuler dans un langage ferme mais compatissant, en soulignant que ce n'était pas une punition, mais une étape nécessaire pour mon bien-être et, au final, notre relation. J'établis un délai de 30 jours. Je fournis des ressources pour des options de logement pour seniors dans la région, et j'allais même jusqu'à leur proposer de payer les 3 premiers mois de loyer pour faciliter la transition. Avec toutes mes préparations en place, j'avais fixé une réunion familiale pour le dimanche suivant. J'avais aussi invité Asson, car son rôle dans cette situation ne pouvait pas être ignoré, et j'avais organisé la présence d'une médiatrice professionnelle pour que la discussion soit productive. La nuit précédant la réunion, je dormis à peine. Je ne cessais d'imaginer les pires scénarios, mes parents me reniant, la famille élargie prenant leur parti, moi transformé en méchante, dans une histoire où j'avais seulement essayé de me protéger. Mais, sous l'anxiété, une sensation nouvelle grandissait, la résolution. C'était ma maison. Je l'avais gagnée à force d'années de travail acharné et de sacrifices. Et si j'étais prête à aider ma famille de façon raisonnable, je n'allais plus leur permettre de profiter de ma générosité ni de manquer de respect à mes limites. Quand le soleil se leva ce dimanche matin, une étrange tranquillité m'envahit. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je l'affronterai avec honnêteté et intégrité. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentis pleinement éveillé, pleinement présente dans ma propre vie, dans ma propre maison. Il était temps de reprendre ce qui m'appartenait.
Le dimanche arriva dans une atmosphère tendue. J'avais demandé à la médiatrice une femme calme mais autoritaire nommée Diane, avec 20 ans d'expérience dans la résolution de conflits familiaux, d'arriver 30 minutes avant mes parents et Hasson. Nous utilisâmes ce temps pour disposer les chaises en cercle dans le salon, afin d'éliminer la hiérarchie de la disposition habituelle des meubles. J'observe les dynamiques de pouvoir dans la façon dont les gens se placent, expliqua Diane. Cette configuration montre clairement que nous sommes tous égaux dans cette discussion. Mes parents entrèrent les premiers, l'air confus devant cette personne inconnue et l'aménagement inhabituel. Hasson arriva avec 10 minutes de retard, comme toujours, vêtu de manière décontractée, comme pour un simple repas de famille. « Et qui est-ce » demanda immédiatement papa en pointant Diane. « Voici Diane Reynolds, expliquai-je. C'est une médiatrice professionnelle, elle est là pour nous aider à avoir une conversation productive sur notre situation de logement. » Maman parut consternée. « Tu as amené une étrangère dans nos affaires de famille. » « J'ai besoin d'une personne neutre pour nous aider à communiquer efficacement, répondis-je, suivant le script que Diane et moi avions préparé. Nous n'avons pas réussi à le faire seuls. Hasson ricana. Ça me paraît un peu dramatique, ma sœur. Diane prit le contrôle avec douceur, expliquant son rôle et établissant les règles. Chacun aurait du temps pour parler sans être interrompu, pas d'attaque personnelle, se concentrer sur des solutions plutôt que sur les reproches. Amanda a demandé cette réunion car elle a des préoccupations au sujet des arrangements actuels dans sa maison, commença Diane. J'aimerais qu'elle les partage d'abord. J'avais répété ce que je voulais dire, mais faire face à ma famille directement noue à ma gorge. Je pris une profonde inspiration et me lançai. Il y a 6 semaines, vous êtes arrivé chez moi sans prévenir et vous vous êtes installé. Depuis, vous avez réorganisé mes meubles, transformé mon bureau en chambre, organisé des réceptions sans me demander, envahi mon espace privé et même tenté de changer mes serrures. Je me sens manquer de respect et dépassé dans ma propre maison, que j'ai travaillé si dur à acheter et entretenir. Maman commença à m'interrompre, mais Diane lui rappela calmement les règles. Je poursuivis. Je sais que vous avez vendu votre maison et donné la plus grande partie des gains à Hasson, ce qui vous laisse sans assez pour avoir votre propre logement. Même si je comprends votre situation, je n'ai jamais été consulté sur ce plan et il est injuste de m'attendre à vous loger indéfiniment sans discussion ni accord. Quand je terminai, un silence lourd tomba. Diane se tourna vers mes parents. Voulez-vous répondre à ce qu'Amanda vient de dire ? Papa parla le premier, sur un ton défensif. On l'a élevé pendant 18 ans. On a tout sacrifié pour nos enfants. Ce n'est pas si terrible d'attendre un peu d'aide en retour. Et on n'est pas ici en parasite, ajouta vite maman. Je cuisine, je nettoie, Fran a réparé ce robinet qui fuyait dans la salle de bain des invités. J'étais préparé à cette réponse, l'idée que l'éducation des enfants créait une dette à rembourser. Diane m'invita à répondre. J'apprécie tout ce que vous avez fait pour moi en grandissant, dis-je posément. Mais cela ne veut pas dire que je vous dois ma maison ou mon autonomie d'adulte. Les parents choisissent d'avoir des enfants, les enfants ne choisissent pas de naître. Votre décision de donner la majorité de votre argent à Hasson a été prise sans me consulter, mais les conséquences retombent surtout sur moi. Hasson se tortilla sur sa chaise. Écoute, je ne leur ai pas demandé cet argent. Ils me l'ont proposé. Et tu l'as accepté, fis-je remarquer, sachant qu'ils auraient besoin d'un logement ensuite. Ils m'ont dit qu'ils avaient tout prévu, protesta-t-il. Diane ramena la discussion au cœur du problème. Il semble qu'il y ait eu un gros manque de communication sur les projets après la vente de la maison. Franck, Martha, quelle était votre idée des arrangements ? Ce qui ressortit de leur suivante fut édifiant. Mes parents avouèrent qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de chercher un logement pour eux. Le plan, jamais dit clairement à ni Hasson ni à moi, était de vivre chez moi de façon permanente. Tu as tout cet espace, expliqua maman en faisant un geste autour d'elle. Et comme tu es si occupée, on pensait que tu serais contente qu'on soit là pour s'occuper des choses. Dans leur esprit, la maison de 3 chambres que j'avais achetée pour avoir un bureau et accueillir occasionnellement des invités était trop grande, pour moi seul, et ils avaient plus de droits dessus que moi. Côté finance, ils avaient donné à Hasson bien plus que ce que je croyais. En plus du produit de la vente, ils avaient vidé presque toute leur retraite, avec de lourdes pénalités. Et ils se lancent vraiment, dit papa, en parlant de « carrière ». Dans quoi, exactement ? Demandai-je à Hasson. Il détourna le regard. J'investis dans quelques opportunités d'affaires, c'est compliqué. En creusant,
j'appris qu'il avait quitté son poste à la brasserie peu après avoir reçu l'argent, pour se lancer dans plusieurs projets sans aucun historique de réussite. Je sortis alors les documents que j'avais préparés, 3 copies d'un dossier présentant les options de logement indépendantes pour mes parents, adaptées à leur budget, avec information sur l'aide au logement pour seniors et, enfin, l'avis officiel leur donnant 30 jours pour trouver un nouveau logement. « C'est quoi, ça ?» demanda papa en parcourant les papiers. « Un calendrier, précisai-je. Je suis prête à vous aider pour la transition, y compris les 3 premiers mois de loyer, mais j'ai besoin de récupérer ma maison. » La réaction fut explosive, maman éclata en sanglots, papa m'accusa d'être sans cœur, et Hasson resta assis, spectateur du drame. À travers tout cela, Diane maintint le cadre, rappela les règles et ramena la conversation vers des pistes constructives. Après le choc initial, nous réussîmes à discuter plus calmement des étapes à suivre. Je suis resté ferme sur le délai de 30 jours, mais j'ai proposé plusieurs manières concrètes de les aider dans la transition, rechercher des appartements, les aider à déménager. À ma surprise, c'est Hasson qui finit par briser l'impasse. Peut-être que, je pourrais contribuer un peu à leurs frais de logement, puisqu'ils m'ont aidé, dit-il lentement. C'était la première fois qu'il reconnaissait avoir une responsabilité dans la situation. Pas une solution complète, mais un début. Au terme de cette session de 3 heures, nous avions un accord provisoire. Mes parents déménageraient dans 30 jours. Hasson contribuerait 1 000 $ par mois à leur logement pendant la première année. J'aiderais avec les frais de déménagement et le dépôt initial pour un nouveau logement. Les jours suivants furent tendus, mais déterminés. Fidèle à ma parole, j'ai cherché des options de logement adaptées et organisé des visites pour mes parents. Hasson, peut-être sous la pression de l'opinion familiale, respecta son engagement financier en mettant en place un virement automatique vers leur compte. Mes parents, eux, passèrent par plusieurs phases de manipulation émotionnelle. Certains jours, froids et distants, me parlant à peine. D'autres jours, maman pleurait et me rappelait des souvenirs d'enfance dans de clairs efforts pour me faire changer d'avis. Papa alternait entre colère et culpabilisation, insinuant que je ne les aimais pas vraiment si j'étais capable de les mettre dehors. Je restais ferme, me rappelant les limites discutées avec la docteure Meyers. Je n'étais pas responsable de loger mes parents après qu'ils aient donné leurs ressources, et je n'étais pas obligé de sacrifier mon bien-être pour leur confort. Le jour du déménagement arriva, exactement 29 jours après notre discussion avec la médiatrice. Ils avaient trouvé un petit 2 pièces dans une résidence pour seniors à une vingtaine de minutes de chez moi. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre, sûr, et accessible avec la contribution de Hasson. Pendant que la dernière boîte était chargée dans le camion, maman m'enlaça brièvement. « Je sais que tu penses qu'on exagère, dit-elle, mais pour nous, ça ressemble à un abandon. » Je reculai, la regardant dans les yeux. « Je ne vous ai pas abandonné. Je vous ai aidé à trouver un nouveau foyer. J'ai contribué financièrement et je reste votre fille. Ce que j'ai fait, c'est poser des limites saines. » Les 3 mois qui suivirent furent marqués par un silence relatif. Les réunions familiales étaient tendues, certains membres prenant parti, et les conversations devenaient froides lorsque certains sujets étaient abordés. Hasson, à son crédit, continua à soutenir financièrement nos parents, même s'il les visitait rarement. 6 mois après leur départ, je reçus une carte par la poste de ma mère. À l'intérieur, un court mot. « Amanda, je ne comprends pas encore entièrement ta décision, mais je parle avec une conseillère au centre pour seniors. Elle m'a suggéré que j'avais peut-être jugé trop vite tes actions. Peut-être pourrions-nous prendre un café un de ces jours. Avec amour, maman. » Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était un début. Nous nous retrouvâmes dans un café neutre le week-end suivant. La conversation resta prudente, centrée sur des sujets sans risque, son nouveau passe-temps, la peinture à l'aquarelle, et ma récente promotion au travail. En partant, elle dit quelque chose qui me surprit. « Ton père et moi avions tort de supposer que nous vivrions chez toi, » admit-elle à voix basse. On aurait dû demander, pas juste le prendre pour acquis. Ce n'était pas une reconnaissance complète de tout ce qui s'était passé, mais c'était un pas en avant. Au fil des mois, nous avons lentement reconstruit notre relation, cette fois avec des limites et des attentes claires des 2 côtés. 1 an après la confrontation, mes parents étaient installés confortablement dans leur appartement. Papa avait trouvé un emploi à temps partiel dans une quincaillerie locale, qu'il semblait vraiment apprécier. Maman s'était fait des amis dans la résidence et avait rejoint plusieurs clubs d'activités. Hasson avait enchaîné plusieurs échecs commerciaux et était revenu à un emploi classique, tout en continuant à soutenir nos parents financièrement.
Comme convenu, notre relation restait tendue mais civilisée. Quant à moi, j'avais retrouvé ma maison et ma tranquillité. Mon bureau était redevenu mon espace de travail, la chambre d'amis prête pour de vrais invités respectueux, et mon salon à mon goût. Plus important encore, j'avais compris que l'amour familial ne signifiait pas sacrifier mon bien-être ou mes limites. Le vrai respect familial implique d'honorer l'autonomie et les besoins de chacun, pas de prendre ce que l'on veut sous prétexte de lien de sang. À toute personne qui vit des problèmes similaires de limites familiales, sachez que vous pouvez aimer profondément quelqu'un et tout de même fixer des limites fermes à son comportement. Votre maison est votre sanctuaire, et vous avez le droit de la protéger. Parfois, le geste le plus bienveillant pour préserver une relation est de poser des limites claires, même si cela semble presque impossible sur le moment.